Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont de Montréal, on a de la très belle température, beau soleil, c'est agréable. On peut en profiter, faire des marches. Pour les autres qui sont de l'extérieur, mais j'espère que vous avez au moins l'équivalent de ce qu'on a ici. Sinon, ben écoutez, comme pour n'importe quoi, si vous êtes aux prises avec le mauvais temps, ça finit toujours par passer. Donc, faire un topo général, comme d'habitude. Situation en Israël, plus que préoccupante. De plus en plus, les langues se délient. Les critiques sont de plus en plus acerbes. On parle évidemment d'un cleansing, comme quoi vraiment on fait un nettoyage ethnique qui a une visée politique dans le mouvement des troupes israéliennes qui était planifié de longue date, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur le plan international, Israël a perdu beaucoup de sa crédibilité. Et puis, ça continue à se désagréger. Évidemment, on a plusieurs points de contact, là. On frappe à Gaza. Il y a des actions qui sont faites en Cisjordanie. Il y a des actions qui sont faites au Liban. Et puis, il y a aussi tout ce qui... la confrontation aussi avec l'Iran. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et puis, propagande faisant, c'est sûr que les répliques qui se font de la part du Hamas et du Hezbollah, sont pas nécessairement sur le créneau publicitaire de votre chaîne préférée, là. Quand Israël se fait frapper, bien évidemment, elle minimise, puis elle essaie de montrer qu'elle reste forte et qu'elle est en équilibre, mais il y a vraiment une pression internationale qui s'articule contre eux. Les États-Unis ont de l'air, finalement, des derniers des hypocrites. Et le restant de crédibilité sur le marché, sur l'échiquier international qui leur restait, ça s'est complètement envolé. Donc, situation préoccupante qui va amener des conséquences sur le marché, sur les marchés financiers, sur le marché des commodités. On en a déjà parlé auparavant. Ukraine, ça se poursuit. Les pauvres Ukrainiens se font taper sur la tête. La machine russe est en marche. Mais les Russes aussi ont des problèmes. Ce qui est extraordinaire quand on fait l'observation de ces foyers de conflit-là, c'est de faire le constat que ça va très mal, que les raisons des conflits sont particulièrement absurdes, souvent, et que les pays sont amochés. Même les pays qui vont initier les actions, par exemple la Russie par rapport à l'Ukraine, elle a fait cette espèce de poussée-là dans un contexte où sa démographie est en chute libre, où le contrôle de son territoire, comme ça a toujours été le cas en Russie, est extrêmement problématique. Donc, on n'en sort pas beaucoup. Je vais vous parler de quelque chose que je trouve très intéressant. Puis ensuite, on va s'en aller directement sur les marchés. J'ai écouté des vidéos récemment et je lis toujours quand même beaucoup. Je me tiens informé, comme vous pouvez le voir. Et je suis tombé sur un concept. J'avais vu l'équivalent avant, mais j'avais jamais mémorisé l'acronyme. Donc, ce que je veux vous parler, ça c'est le DAVA, D-A-V-A, ou le DAVO. Ça réfère à une stratégie qui est utilisée par certains acteurs politiques ou organismes pour répondre aux critiques. Donc, ce que ça dit, c'est deny, attack, reverse victim and offender. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on attaque systématiquement quand on dénie. On est dans le déni, on nie qu'on a participé à telle ou telle chose ou que les intentions sont mesquines. Vous voyez un peu le style. Et on prête nos mauvaises intentions à l'ennemi. Donc, on fait de la distorsion constamment. Et c'est très intéressant. Et dans les dernières années, évidemment, comme la psychologie est mise au service, finalement, des intentions des corporations, des individus ou des pays, on voit que les façons de manipuler puis d'amener un discours jusqu'à son extrême sont de plus en plus efficaces. Parce qu'une machine opérationnelle qui permet aux gens qui vont tenir des discours d'utiliser finalement les faits en les orchestrant d'une certaine façon pour qu'il y ait un consentement populaire qui soit de plus en plus efficace. Il y avait eu à l'époque un livre qui avait été écrit par Noam Chomsky qui s'appelle Manufacturing Consent. C'est un succès d'il y a plus de 20 ans qui jetait un petit peu les bases
de cette orchestration-là de la pensée collective. Mais là, on est plus encore dans le discours lui-même. Comment un individu peut utiliser une stratégie de langage pour convaincre un auditoire que le bourreau, en fait, est la victime et que la victime est le bourreau. Vous voyez un peu le style. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez voir M. Chomsky d'abord, puis peut-être aussi vous informer un petit peu sur le DAVA ou le DAVO. Vous allez voir comment ça fonctionne, tout ça. Vous pouvez aller sur Internet, questionner ChatGPT, puis vous allez être informé. OK, maintenant, comme on comprend que le marché, il y a de la turbulence. Les élections américaines sont sur le point là, de se faire. M. Trump a repris le relais, il a repris le lead. Ceci dit, il est de plus en plus délirant, c'est complètement fou. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui s'associent, qui s'additionnent. Puis ça, à un moment donné, ça peut donner ça peut donner des grandes vagues, des grosses vagues sur le marché. Puis c'est ça qu'on veut, nous, de la volatilité. C'est sûr que trop de volatilité, des fois, c'est comme passer. Le juste milieu est difficile à obtenir. Mais on veut quand même plus de volatilité. En tout cas, dans mon cas, dans le type de trader que je suis, pour moi, comme je fais une bonne lecture en général de mes graphes sur le plan technique, puis que j'ai une bonne information aussi fondamentale, bien, je suis capable de profiter de ces volatilités-là qui sont fortes. Quand c'est trop fort, des fois, bien, tu peux tellement soigner. Il y a peut-être une direction qui est prise, haussière ou baissière, mais les swings sont tellement violents et répétés qu'à ce moment-là, c'est pas efficace. On n'est pas capable de travailler dans cet environnement-là. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc, ce que vous voyez ici, Heatmap, comme d'habitude, on ne peut pas dire que c'est spectaculaire, mais le marché, globalement, ne va pas mal. Si on prend le SPY qui est le SPX 500, là, le S&P 500, excusez, donc, on ne peut pas... TradingView n'a pas cet indice-là, il y a accès, mais à travers Standard & Poor's, qui sont ceux qui ont créé l'indice là, du S&P 500. Donc, vous voyez, globalement, si on regarde ça, on va se mettre en daily, là, on ne perdra pas trop de temps. Évidemment, ça ne peut pas être sur la progression tous les jours, mais on voit que ça a monté. C'est ce qu'on disait, là, en fait, il y a très longtemps, quand j'ai parlé du SPY, on était à ce niveau-ci. OK? Et je disais que le SPY, bien évidemment, pourrait passer par des rétractions et tout, mais globalement, on était haussier. C'est ce que vous voyez ici dans l'espèce de petit graphique là, jaune, ici. Là. Vous voyez que j'avais, à partir d'ici, là, j'avais dit que possibilité de descendre, on l'a fait ici un petit peu, puis après ça, peut-être une remontée, on l'a fait ici, en tout cas, on l'a fait ici, puis après ça, bien évidemment, j'étais pas là pour prédire le mouvement parfait, mais ce que je disais, c'est que la dominante était haussière, puis avec un petit peu de travail, et on l'a observé ici. Et là, on a monté, puis même si on est dans une chandelle rouge, on peut prédire une continuité. Je ne suis pas dans le détail du pourquoi l'économie fonctionne autant malgré les différents ratés auxquels on fait face, mais c'est ça qui se passe. Donc, profitez-en. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Les locomotives de l'économie américaine. C'est plus de 80% des rentrées aux États-Unis se font via ces compagnies-là. Donc, c'est l'appareil économique américain qu'on observe en ce moment, ou en tout cas les locomotives de l'appareil économique américain. Le SPY, évidemment, mélange les titres qui sont sur le NYSE, New York Stock Exchange, et le Nasdaq. Deux bourses concurrentes. Il prend, lui, les plus gros joueurs dans ces deux bourses-là, il fait des observations. Évidemment, quand on regarde le SPY, quand on regarde le heatmap, comme on le voyait tout à l'heure, il y a des secteurs d'activité. Donc, vous pouvez choisir des secteurs d'activité qui vous conviennent pour amorcer votre travail. Et sur un site comme TradingView, vous pouvez facilement faire du screening puis sélectionner, filtrer des titres en fonction de votre portefeuille et des secteurs sur lesquels vous pensez qu'il y a des choses qui pourraient être faites. OK?
Si vous voulez aller plus loin là-dedans, appelez-nous. Ça nous fera plaisir peut-être d'échanger un petit peu avec vous, là, ou de vous montrer sur Discord, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on prend nos positions et tout. Chacun des personnes au bureau où je suis présentement a un petit peu sa niche de travail, sa façon de travailler. Mais comme on est tous des traders qui avons de l'expérience, ben c'est sûr qu'on a fait beaucoup de choses. Puis on peut vous parler autant du Forex que du marché des options, puisqu'on est sur différents marchés. Quand on les a pas déjà, quand on n'a pas déjà fait le travail, là, moi j'ai plus de 33 ans, 34 ans d'expérience maintenant, je peux vous dire que j'ai eu des périodes où je travaillais sur certains secteurs. À un moment donné, c'était plus les ETF ou à un moment donné, les options. J'y suis revenu. Je trade des options présentement. Et là, je suis beaucoup sur le Forex. Alors qu'il y a 2-3 ans, le Forex, je ne le travaillais pas du tout. Mais auparavant, j'en avais fait. Donc, vous voyez un petit peu le style. J'ai quand même là, bifurqué. Pourquoi? Pas parce que j'avais pas de succès. Loin de là. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les conditions de nos vies changent. Puis on veut tout simplement adapter les choses à nos besoins. On veut travailler avec des marchés qui sont plus efficaces dans le contexte où on peut, si vous pouvez consacrer au marché 10 heures par jour, c'est pas comme si vous pouvez consacrer au marché 4 heures par semaine. Si vous avez un budget de 100 000 versus un budget de 2 millions, même si vous allez respecter des ratios, le risk-reward return, vous allez quand même avoir une flexibilité avec 2 millions que vous n'avez pas avec un montant plus petit. Donc, on choisit tout le temps ces alternatives sur le marché en fonction de nos besoins. C'est pour ça que trader est agréable, c'est que ça donne une flexibilité énorme. OK. Donc, je vous avais parlé la semaine passée que... excusez-moi, je vous avais parlé il y a quelques jours que j'étais sur une position USD JPY. Présentement, ma position est légèrement positive et mon objectif est d'aller atteindre 152 $. Je peux vous le dire parce que j'ai mon autre ordinateur pas loin de moi et je l'ai regardé tout à l'heure. Donc, pour moi, mon objectif actuellement, c'est d'aller atteindre ce niveau-là sur le USD JPY. OK. Par rapport à où on est en ce moment, c'est un mouvement qui exige encore 170 pips. OK? Donc, c'est tout ça, là. Je me suis... Ouais. OK. Excusez-moi, là, je vais vous le dire. J'ai de la misère à le lire. OK. J'ai de la misère avec mes yeux, là, je suis désolé. Donc, en tout cas, vous voyez, moi, c'est ça. Peu importe le nombre de pipes que c'est ce que je crois qu'on va accomplir dans les prochaines heures ou jours. Donc, ma position est positive en ce moment. J'ai 4 lots là-dessus, c'est pas énorme. Si je gagne ma position au complet, ça me donne pas loin de 4 000 kek ou 5 000 $. C'est là où j'en suis présentement. Donc, je vous donne déjà la trade qui est en action, qui est live actuellement. Et moi, je crois que ce niveau-là, du 152 ou 151,9 va être atteint. Ça correspond, si on étire ma fameuse ligne ici, là, on est légèrement au-dessus de cette zone-là ici. On se retrouve à être ici, là. Plus ou moins ici. Donc, c'est à peu près ça, là. On a un contact aussi avec nos wicks ici, là. La wick ici, la wick ici. C'est une zone dans laquelle on avait travaillé auparavant. On est là présentement. Et puis, il y a un momentum qui est favorable pour la devise américaine. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a de l'incertitude. L'incertitude, elle profite au dollar américain, puis elle profite aussi à l'or. Les deux ne travaillent pas nécessairement ensemble. Ils peuvent être asynchroniques, l'or et l'argent. L'or, excusez-moi, et l'argent, la devise américaine. Donc, c'est là où on en est présentement. Et quand on avait fait notre lecture il y a plusieurs jours, plusieurs semaines du fameux retournement, bien là, on a vraiment pu profiter step by step de positions très actives là-dessus. Pour ceux qui viendront à l'école et tout, je vous montrerai mon ratio de trading et tout. Je pourrais le partager ici aussi. Je ne fais pas de racolage, mais je vous dis juste
De toute façon, en vous en parlant, vous pouvez vérifier si ce que je vous dis est vrai ou pas. Et on réussit quand même très, très fort, là. Il n'y a pas beaucoup de pertes dans les 3 dernières semaines, je peux vous le dire. OK, on va regarder vite fait Meta. Parce qu'on avait fait un petit peu des prévisions sur Meta. Quand on avait fait nos prévisions, OK, on va se mettre en daily, c'est très, très bon. On avait fait nos prévisions dans cette zone-là en fonction d'une percée. Et la percée, en fait, notre lecture nous a donné raison. Vous voyez, ici, on est en daily, là. Excusez-moi. C'est pas ça qu'on avait fait. On avait parlé de la consolidation à ce niveau-ci qui avait amené une amélioration. Puis là, on s'attendait à une progression ici qui était non confirmée. On attendait qu'il y ait une percée à ce niveau-là qui ne s'est pas produite. Donc, quand on a fait la lecture, on avait compris ce qui se passait au niveau du mouvement, au niveau du jeu des prix, mais on n'a jamais de certitude, même dans un contexte où tout est favorable, que systématiquement, ça va toujours remonter. Il peut y avoir des manipulations ou tout simplement les gros acteurs, à un moment donné, vendent une portion de ce qu'ils ont pour capitaliser. Donc, il y a tous ceux qui sont sur le marché, à leur échelle, ont un bias, ont une façon de procéder sur le marché en fonction de leur intention, de leur capital, puis du contexte. Donc là, actuellement, il y a une cassure baissière. Est-ce que ça veut dire que Meta est négatif? Non. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas une progression. Regardez aussi earning positif, 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 positif. Là, ils sont sur une lancée. C'était pas le cas auparavant. Dans cette zone-là, ici, ils ont eu un coup dans les palettes, comme qu'ils diraient. Mais là, ça va super bien. Plus de problème. Sauf que ça part vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand je fais mon observation en daily, comme c'est le cas ici, je comprends que on pourrait subir une correction qui serait peut-être un peu plus agressive que ce qu'on voit là. Peut-être qu'on va corriger puis qu'on va venir toucher ces niveaux-ci. Peut-être même plus bas, pourquoi pas? Tout est possible. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on anticipe pour Metaverse. Parce qu'une correction comme ça peut tout à fait se faire avant une annonce, parce qu'on sait les gros joueurs anticipent que l'annonce va être positive. Et quand vous allez vous retrouver dans ce niveau-là, ces gens-là vont avoir déjà capitalisé, vendu certaines actions en leur possession. Puis, après ça, si les prix se retrouvent plus bas, ils vont se remettre actifs ici, puis ils vont repartir à la pêche pour reprendre une position parce qu'ils savent bien qu'avec l'annonce, on va probablement remonter. Il faut faire attention aussi. Si jamais Meta se frappe à des mauvais résultats, les choses pourraient partir dans l'autre sens ou continuer leur glissade. Donc, moi, en ce moment, je serais plutôt scénario positif d'ici l'annonce ou un petit peu après l'annonce. Donc, techniquement, si vous tradez cette position-là, avec des options, vous pouvez construire une stratégie qui est équilibrée pour pouvoir capturer certains mouvements qu'on vient de définir. Et puis, si vous tradez sur du swing, moi, je ne me positionnerai pas à la hausse présentement. Puis je ne prendrai pas de position swing non plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'incertitudes entre le moment où la chandelle actuellement en daily nous montre une descente et peut-être une cassure, et puis l'annonce elle-même. On est trop rapprochés. Mais il y a de quoi à faire en intraday. Donc, ce qui pourrait être intéressant, aujourd'hui, la journée est avancée, il est déjà 3h20, heure de Montréal, même heure que New York. Donc, si on se met en heure, pour moi, là, j'attendrai un petit peu de voir qu'est-ce qui va se passer en post-market, en pre-market demain pour peut-être
fignoler mon idée, puis peut-être éventuellement, si la cassure se poursuit, prendre des positions baissières en intraday. Mais je serais plutôt stand-by. Je serais plutôt porté à trader ce titre-là avec des options parce que la dominante reste haussière. 8 sur 10, 8,5 sur 10. Évidemment, ce que je vous dis là est un peu arbitraire, là. Ça relève de ma perception personnelle. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais pour moi, c'est dominant. La dominante est haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je ne crois pas que la correction soit trop sévère. Maintenant, si vous vous positionnez mal, ça peut être assez catastrophique. Je termine vite fait. On va aller sur un autre. On va aller sur l'or. Donc l'or, dans les derniers jours, ça a quand même bougé. Donc le fameux price... Putain. Bon. Donc, le fameux price action dont vous parlais s'est réalisé. L'objectif qu'on envisageait a été touché. Et on l'a même dépassé. Donc, quelles sont nos perspectives sur l'or pour les prochains jours? Donc, quand on atteint un ISI, il faut toujours faire attention parce qu'à un moment donné, il y a une correction qui se fait, qui est sévère. Là, on est dans un ISI, puis si on regarde au niveau des semaines, ça fait bien des semaines qu'on est sur une lancée positive. C'est énorme, là. On pourrait dire que malgré certaines corrections brusques, que depuis, mettons, septembre 22, depuis ce temps-là, on monte. On est en 2024, l'air de rien. Évidemment, sur l'or, une descente comme ça, c'est important. Puis une descente comme ça, c'est encore plus important. Et il y a eu des mouvements de descente. Ce qu'on voit, c'est que les montées, les cycles de montée sont assez similaires en termes de temps. Pourquoi c'est comme ça? Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça, pas un seul. Et c'est sûr que le contexte international en ce moment nous garantit pas une descente, là, tout simplement du fait que, selon les cycles, on serait dû pour une descente. Mais on comprend quand même ici là, qu'il y a eu un gros price action à ce niveau-ci, un petit à ce niveau-là, puis que là, on est sur une envolée, puis qu'il y a une possibilité de remonter encore dû au contexte. Mais même si la dominante ici est haussière, le risque de retournement commence à être aussi important. Retournement, correction. Pas un retournement parce que le marché, l'or, va se mettre à perdre et perdre et perdre et perdre. Pas du tout. L'or est là pour rester. OK? C'est une alternative, qu'on y croit ou pas. Les gens s'y réfèrent. Les grandes banques s'y réfèrent. Je crois qu'on va monter. On ne peut pas se servir antérieurement d'un historique puisqu'on est dans un ISI absolu. Mais je pourrais vous dire que moi, je crois qu'on va atteindre sans trop de problèmes, dans l'absolu, je pense qu'on s'en va vers les 3000. Dans l'absolu. OK, peut-être plus. J'entrevois cette espèce de progression-là, peut-être aux 15 mois, 2 ans, peut-être plus vite. Mais je crois sincèrement qu'on a des très bonnes chances, je n'ai pas la certitude absolue d'atteindre ce niveau-là. Et ce niveau-là, pour le plaisir, si, admettons, on va le séquencer, donc je vais prendre le Boxgan pour séquencer. Je crois sincèrement que ça va être une marche à la plage pour atteindre ce niveau-là, que ça va se faire rapidement. Puis ensuite, le 50%, je vous dirais que ça va être un petit peu plus compliqué, plus long, quoique. Il y a toujours
je vais toujours observer au jour le jour ce qui se passe pour ne pas manquer d'opportunités parce que ce que j'anticipe, je ne m'attends pas à ce que mes anticipations correspondent à la réalité. C'est tout simplement pour moi un moyen de prendre des mesures pour intervenir sur le marché le plus rapidement possible au mieux de mes capacités. Donc, comprenez-vous l'utilité de faire ce qu'on fait actuellement? On ne veut pas avoir raison, puisque demain, je vais regarder le marché. Si j'ai raison, partiellement ou en totalité, tant mieux. Et si j'ai tort, je vais réajuster le tir. Mais je suis déjà en mesure d'être efficace sur le marché parce que je fais de l'anticipation, je planifie différentes affaires et j'essaie aussi de me baser sur une certaine logique. OK? Donc, pourquoi 3000? Je crois que c'est un niveau qui est accessible parce qu'on est déjà à 2700, parce que le marché adore des chiffrons. Donc, 2800 aussi, c'est un chiffron. Le marché va être attiré là assez rapidement. 2800, ça nous mènerait à peu près à ce niveau-ci, là. OK? Autour de 0,38 % de progression là, par rapport à notre box, on serait déjà dans cette zone-là. Donc, je crois vraiment que ça, c'est la première zone dans laquelle on va, vers laquelle on s'en va. On fait une observation en weekly. Si on transfère ça, admettons, en 4 heures, là, ça devient vraiment intéressant. Vous voyez ici qu'on est sur du price action. Si on brise ce niveau-là ici, ça va être très, très, très favorable. Pour pouvoir embarquer le meilleur moment possible, il va falloir qu'on regarde. Ça, c'est structurel. On regarde finalement du price action. On peut regarder des figures chartistes ou des chandelles. Ça représente la réalité du marché. Il n'y a pas d'interprétation au-delà des mouvements qui ont été faits réellement. Donc, quand vous regardez des chandelles ou des mouvements typiques qu'on peut apparenter à des patterns, bien, c'est tout simplement des attitudes qui se répètent sur le marché. Donc, les chandelles et ce qu'on observe en ce moment, à quelque part, réfèrent au sentiment des acheteurs et des vendeurs. Il y a un lien entre ce qu'on observe et ces gens-là. On ne voit pas leur visage, mais on comprend leur intention. Et après ça, on va utiliser des outils secondaires pour pouvoir assurer un peu plus notre trade. Mais dans cette trade-là, si j'avais, et je ne le fais pas, si j'avais à me positionner sur du moyen terme, sur du swing, je prendrais position maintenant. Je prendrais une petite position que j'implémenterais parce qu'il y a toujours des mouvements sur l'or qui peuvent nous faire très mal. Et c'est ça le drame là-dedans, c'est que même si tu as raison sur la direction, si tu n'es pas capable avec ta position de bien gérer l'ordre que tu as pris, tu peux te faire sortir parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une contre-chandelle qui vient tout casser. Et ça, il faut que vous y prépariez. C'est comme anticiper un coup de poing sournois de la part d'un boxeur avec lequel vous allez faire une compétition. C'est comme ça. On a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, vous communiquez avec nous. On est dans le Vieux-Montréal. On aime ça voir du monde. Et puis, venez nous rencontrer. C'est la meilleure des choses. Bonne chance avec votre trading. On se reparle. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.